Le plus important, en fait, je crois que c'est de vraiment que tu fasses comme tout le monde ou que tu fasses différemment. L'important, c'est de croire en ce que tu fais déjà. Enfin, ça, c'est le plus important. Parce que si tu crois en ce que tu fais, ben, il y a des chances que tu réussisses. N'importe quel choix que tu fasses, si tu crois en ce choix, ça marche normalement. L'être humain est doté de facultés insoupçonnées. Je suis Cyril Blanchard, triathlète, ultra-trailer et préparateur mental. J'aide les sportifs à dépasser leurs limites. Je suis né avec un patrimoine génétique assez limité et un niveau de confiance plus proche de celui de Calimero que celui de Michael Jordan. Et pourtant, cela ne m'a pas empêché de réaliser les courses les plus mythiques et d'atteindre un niveau de performance qui a largement dépassé mes espérances. Avec Objectif Finisher, je vous propose de découvrir ensemble des champions au parcours inspirant. Athlètes professionnels, simples passionnés ou anonymes, leur singularité va vous surprendre tout autant que leur simplicité. Mon but est simple, vous permettre d'acquérir les clés pour atteindre à votre tour vos objectifs. Tout le monde est capable de s'accomplir, devenez à votre tour finisher de la course de vos rêves. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le podcast Objectif Finisher. Pour ceux qui nous écoutent, eh bien, vous n'allez pas voir grand chose évidemment, mais au cas où, s'il y en avait qui étaient sur YouTube, vous allez voir que vous découvrez en face de moi, à côté de moi, Thibaut Anselmet. Thibaut Anselmet, alors certains le connaissent. Bon, et ceux qui ne le voient pas et qui l'écoutent, Thibaut Anselmet, Thibaut, je pense qu'il n'y a pas de discipline plus méconnue que la tienne. Alors c'est pas qu'elle est méconnue, c'est juste que c'est une discipline quand même qui est très exigeante, qui est assez confidentielle. Pourquoi? Parce qu'elle peut pas se faire partout, elle peut pas se faire tous les moments de l'année non plus. Mais l'air de rien, t'es le meilleur dans ta discipline. Et quand je dis le meilleur, c'est pas seulement de ton quartier, c'est pas seulement de France, c'est au niveau mondial. T'es champion du monde de ski alpinisme. Thibaut, déjà, comment tu vas? Mais écoute, ça va bien. J'espère que toi aussi et les auditeurs aussi. C'est sympa pour eux. Thibaut, je remercie au passage Com de Rua qui nous a connectés tous les deux. C'est grâce Ouais. à lui que j'ai eu l'idée je n'ai pas eu l'idée, mais que j'ai eu l'opportunité de t'interviewer. Mais on s'était déjà croisés. C'était à Lyon, dans une banque bien connue qui t'aide, qui te soutient dans ton projet sportif. On peut la nommer, puisqu'après tout, les gens qui aident les sportifs de haut niveau, il n'y a pas de raison de pas te faire un peu de coup de pub. C'est BP Aura, c'est bien ça? Ah non, oui, c'est ça. On avait pu faire une journée de formation sur la prise de parole en public et c'était une super journée. Tiens, bah oui, qu'est-ce que tu avais apprécié d'ailleurs de cette journée, tiens? Mais c'est En quoi vrai elle t'a qu'en été tant que utile? utile en tant que sportif de haut niveau, c'est vrai qu'on est souvent confronté à des journalistes ou voilà à prendre la parole aussi en public et c'est vrai que c'est quelque chose, c'est un exercice qu'on n'est pas habitué à faire donc déjà d'apprendre les bases, de connaître les solutions qu'on a à notre disposition pour s'améliorer sur ce point-là, c'est vrai que c'est important pour nous en tant que sportif, c'est sûr. Et puis même dans la vie en général, hein, la prise de parole en public, c'est important. Hmm. Et je pense que tu me diras si je me trompe, mais dans un environnement comme le tien, et j'ai le sentiment que dans ton environnement, la parole vaut de l'or. Moi, il y avait plusieurs sportifs de haut niveau, t'étais pas le plus bavard, mais on sentait vraiment que si j'ouvre allez, je vais être mal poli, si j'ouvre ma gueule, c'est pour dire quelque chose d'utile, d'intelligent. Si c'est pour ne rien dire, mieux vaut se taire. Je me trompe, t'es Ouais, pas dans un milieu un peu de taiseux, dans la montagne, tout ça, ou c'est cliché ce que je dis? ouais, c'est peut-être sûrement un peu mes origines montagnardes, mais Ouais. c'est vrai que on va dire que je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. Je parle quand même un petit peu de temps en temps. Mais on sent surtout que ouais, quand tu parles, c'est vraiment c'est un peu comme dans le tir. Si je me mets à tirer, c'est pour que ça fasse mouche. Toi, si tu parles, on sent vraiment qu'il y a cette envie d'être utile, de pouvoir raconter quelque chose qui soit voilà, qui soit pas que du bullshitisme comme on dit, tu vois. Donc je te remercie déjà pour ta confiance hein, et ton feedback aussi. Tu viens du milieu de la montagne, alors tu peux nous raconter un petit peu où tu es né, dans quel environnement et c'était quand? Ah ouais, ben alors moi, je suis d'un petit village qui s'appelle Bonneval-sur-Arc, au fond de la vallée de la Morlaine. Ouais, j'ai toujours vécu ici et j'ai grandi là dans ce village. J'ai fait du ski très vite comme tous les jeunes à la Hmm. montagne. Et puis voilà, petit à petit, je suis arrivé à faire du ski alpinisme. À quel âge tu avais migré sur le ski alpi?
Alors, le ski alpinisme, c'est difficile de commencer tôt. Moi, pour commencer, déjà, ski alpinisme, en fait, c'est le ski de randonnée, ça parle sûrement plus à tout le monde. Tu fais bien. C'est la même chose, c'est le ski de randonnée, c'est pareil. En fait, le nom ski alpinisme, c'est ce qu'on a donné pour le ski de randonnée en compétition, en fait. On pourrait dire ski de randonnée en compétition. Voilà, ça parle peut-être plus parce que... Mais en fait, voilà, j'ai commencé, je dirais, je pense, vers 13 ans. À peu près. Mon père faisait déjà de la compétition en ski alpinisme. Donc, en fait, depuis tout petit, je l'ai vu évoluer, je l'ai vu s'entraîner. Je suis allé voir des courses pour l'encourager, le regarder. Puis, en fait, une fois que... donc, après le ski alpin, même pendant encore, j'ai petit à petit fait du ski alpinisme. Et voilà, après, petit à petit dans la compétition. Et puis, avec le temps, de plus en plus au niveau. Si ton papa avait pas été dans cette discipline, est-ce que tu penses que toi, tu y serais arrivé à un moment ou à un autre, ou c'est l'environnement familial qui t'a amené dedans? Voilà, naturellement, c'est l'environnement familial qui m'a emmené dedans. Après, je peux pas dire si j'en aurais fait ou pas. Ça, on peut pas savoir. Alors, je vais poser la question autrement. Est-ce Maintenant, que je dirais que oui, parce que c'est une passion. Ouais, c'est ça ce que j'allais te demander d'ailleurs. Ouais. Est-ce que vraiment tu prends un plaisir plus à faire du ski de rando en compétition, ski alpi, plus que de faire des descentes ou faire simplement tu vois, du plaisir pur, du freeride ou genre peu importe la discipline finalement dans le monde de la montagne. Qu'est-ce qui fait que tu prends plus de plaisir et que tu t'es passionné pour cette discipline plus qu'une autre, avec du recul? Avec du recul, je pense que je me suis passionné plus sur ce sport parce que en fait, ça te permet d'aller où tu veux en montagne. T'es pas restreint par rapport aux montées mécaniques. Par contre, ça demande un peu plus d'effort. C'est un peu plus dur. Mais voilà, en fait, ça, c'est le gros avantage. Et puis, voilà, tu te retrouves dans des endroits un peu sauvages, à l'écart du main, ce qui fait que c'est ce qui fait la beauté de ce sport. Après, je prends aussi beaucoup de plaisir à reprendre les remontées mécaniques et faire du hors-piste ou même du ski de piste. Voilà, le ski en général, c'est une passion. Et c'est donc à l'âge de l'adolescence que ça devient un peu plus sérieux, cette pratique sportive. Quel est un peu le déclencheur? Il y a un moment donné où il y a des compétitions et ça commence à devenir sérieux parce qu'on voit que tu as un bon niveau. Ça se passe quand tout ça, quand on commence à détecter ce potentiel, ou toi ou ton environnement? Alors, en fait, ça s'est fait... voilà, avec mon père, on a commencé par... donc, je lui ai demandé de m'emmener sur des vertical ice. Donc, c'est juste des montées sur piste. Il n'y avait que la montée. C'était le soir. Donc, après la fermeture des pistes. Et donc, il venait me chercher au collège ou au lycée, je sais plus. Et tous les mercredis, on faisait une montée comme ça. Et puis, voilà, j'ai pris goût comme petit à petit. Alors, au début, j'étais loin. Mais j'étais content de m'améliorer, de voir que, tiens, une semaine après, j'étais avec cette personne-là, alors que la semaine d'avant, j'étais un peu plus loin derrière. Puis petit à petit, tu progresses comme ça. Et ensuite, je suis allé sur des championnats de France jeunes. Voilà, pareil, je suis arrivé, j'ai fait ma course, je me posais pas trop de questions. Et puis petit à petit, je me mettais toujours des objectifs un peu plus élevés. Et puis avec le temps, voilà, t'en arrives au Grand Suisse, quoi. Et à quel moment ça devient une discipline à part entière et tu fais le choix de t'y consacrer, pas au détriment du reste, mais qu'en tout cas, voilà, tu dis, alors, est-ce que tu as continué les études en parallèle, voire une activité professionnelle t'a mené deux projets, ou à un moment donné, non, tu dis, je me consacre à 100% sur ce projet-là? Alors j'ai quand même continué mes études, donc j'ai eu le bac, puis après j'ai fait un BTS dans la charpente et l'ossature bois. Et à ce moment-là, c'est vrai que je commençais quand même à m'impliquer plus dans le sport, mais j'ai réussi à terminer mes études, même si dans ma tête, en fait, j'étais quand même, avec du recul, maintenant, je me rends compte que je faisais les études, mais quand même, le sport avait pris beaucoup d'importance. Je faisais ce qu'il fallait pour les études, mais dans ma tête, je sentais que j'avais quand même envie d'aller plus loin
dans le sport T'es de haut niveau, pas, quoi. ouais, t'es pas allé du coup sur une filière sport-études. Non, j'ai commencé un an, mais ça me convenait pas. Du Mhm, coup, j'ai préféré faire un BTS classique mhm, et je me suis très bien sorti comme ça. ouais. Donc, non, j'ai pas eu besoin de faire une Mhm, filière sport-études. ok. Et là, t'as ton BTS du coup à 20 ans, 21 ans à peu près? Ouais, le BTS, du coup, un an plus tard, mais ouais, 20, 22, 20, ouais, 22 ans, je pense. Ouais, 21 ans, ouais, d'accord. ça. Et là, tu arrêtes les études, tu dis c'est bon, là, Ouais, j'ai de quoi faire avec ce sport et tout ce que je vais greffer autour, y mettre un projet, pas juste sportif, mais c'est presque, mais- enfin, je sais pas si toi tu l'as vécu comme ça devient une vraie entreprise, une entreprise à part entière, tout ce projet. ouais. C'est ça, c'est une entreprise à part entière, mais en même temps, bah, vu que le sport est pas forcément très médiatisé, Mhm, tu sais mhm, que c'est difficile d'en vivre aussi. Donc, il faut quand même pas tout mettre les œufs dans le même panier. Donc, à côté de ça, j'étais en train de passer mon monitorat de ski. Donc, mhm, je pouvais aussi enseigner en tant que moniteur stagiaire et puis aspirant petit à petit. Donc, je travaillais les demi-journées et je m'entraînais l'après-midi. Voilà, j'essayais de mhm. jouer en jongler entre les deux. Ouais. Mais encore une fois, dans ma tête, j'étais quand même. Voilà, l'objectif, c'était petit à petit de faire du sport de très haut niveau et j'ai jamais pensé que j'arriverais pas à devenir professionnel ou. Pour moi, en fait, ouais, ça s'est fait assez naturellement. Sans trop. Mhm. Je sens, c'est comme si je sentais que voilà, j'avais mes chances et puis je sentais que petit à petit je progressais. Ouais, ça s'est fait naturellement au final. Hmm. Parce que ouais, du coup, tu as les championnats de France quand tu étais jeune, mais qu'à un moment donné, Et, ça y est, il y a des titres qui arrivent en parallèle de ces études, de ton BTS et puis de ton monitorat. Tu as déjà eu tes premiers résultats français, voire même, et- j'imagine, tes podiums internationaux. Ça commence quand les choses vraiment sérieuses à ce niveau de la performance? ouais, ben justement, ça a dû commencer déjà voilà, pendant la période de mon BTS. Je devais Hmm. être en catégorie junior ou espoir. Et je commençais à faire de très bons résultats dans ma catégorie en France et à l'international aussi. Voilà, en fait, tu te motives aussi par rapport à ta catégorie. Tu sens que tu es un jeune espoir, que c'est possible de continuer à progresser, de rivaliser avec les autres. Tu crois de plus en plus. Et ensuite, il me semble que c'est ouais, en 2020, je suis devenu professionnel Mhm. avec l'armée de champions. Ouais. Donc voilà, là, ça m'a complètement libéré, quoi. Parce que mentalement, ça y est, je suis athlète professionnel, donc tu sais que tu peux te consacrer complètement à tes entraînements, à ta récupération. Ouais, tu sens que tu vas pouvoir encore passer un autre cap dans le sport de haut niveau. Donc là, ça a été le Hmm. gros déclic à ce moment-là et j'allais passer en catégorie senior. Donc là, c'est vraiment les choses sérieuses qui commencent et c'est à ce moment-là aussi où soit tu perces vraiment, tu arrives à continuer parce que c'est pas forcément facile d'être pendant des années à jongler entre le travail et l'entraînement. Euh, c'est c'est dur à rester comme ça longtemps. Donc voilà, j'ai eu la chance de devenir professionnel à ce moment, de réussir à avoir ce déclic. Et derrière, voilà, ça m'a libéré. Et puis voilà, ça Ouais. a continué comme Ça ça. t'a, ça t'a libéré bah déjà des contraintes financières. Enfin, en tout cas, Voilà. c'est jamais acquis. Hein, puis c'est pas non plus on parle pas non plus de dizaines de milliers d'euros par mois. Hein, on est Ouais, bien d'accord que c'est vraiment te permettre d'avoir le minimum de sécurité grâce à Armée de Champions, grâce aussi à d'autres mécènes ou partenaires. Mais comme tu dis, ce que j'aime bien, c'est que ouais. ça se fait progressivement. C'est une somme de plein alors, déjà dans ton activité sportive, ça se fait progressivement. À côté, au niveau professionnel aussi, ça se fait progressivement. Et finalement, avec du recul aujourd'hui, quand on regarde, bah, là on est en 2023, ton titre de champion du monde, c'est cette année 2023 ou 2022? Ouais, ouais, c'est cette année, ouais. Cette année. Donc entre 2020 et 2023, il y a une progressivité où tu te dis non, c'est vrai que quand même, il y a une saison, j'ai franchi un vrai cap. Est-ce que c'est en Mm. 2000? Si c'est le cas, c'est quand? Ou alors est-ce que tu as eu le sentiment que là aussi, non, sur 3 années, bah, je fais 5, puis après je fais 4, puis après je fais 3, puis après je fais 2, je fais 1. Comment ça se Et passe un petit peu cette progression?
Alors, ouais, du coup, dans cette catégorie jeune, Mhm. j'étais bon, mais loin d'être le meilleur, quoi, on va dire. Mhm. Mhm. Donc, ça s'est fait, en fait, petit à petit. J'ai vraiment, c'est pas, ça montre bien qu'aussi, dans les catégories jeunes, c'est pas forcément, enfin, c'est pas forcément important d'être devant tôt, je pense. Mhm. Et le déclic, bon, après, c'est fait directement dans ma première année senior, au moment où je suis rentré dans l'armée. Mhm. Je suis devenu professionnel, où là, je suis directement passé. Alors, l'année d'avant, je devais être 10e ou 15e du classement général de la Coupe du Monde. Mhm. Et l'année d'après, l'hiver donc 2020-2021, je me suis retrouvé à jouer la victoire au classement général de la Coupe du Monde jusqu'à la dernière course. Donc voilà, je me suis retrouvé en un an d'intervalle de 10-15e place à jouer la première place. D'accord. Au classement général, je me retrouvais aussi à jouer des podiums en Coupe du Monde. Ouais, c'est quand même un gros changement cette année-là. Et aussi, je pense, parce que mon entraînement a complètement évolué d'un coup. Mhm. Peut-être que je faisais, je sais plus les chiffres, mais je faisais peut-être 400 heures d'entraînement l'année d'avant. Ouais. Et le fait de devenir professionnel, je fais 600 heures d'entraînement sans me fatiguer parce que je pouvais me reposer. Eh oui. Et en fait, ces 200 heures d'entraînement de différence, ça m'a fait tout de suite passer d'un niveau, quoi. C'est tellement, c'est bête ce que tu dis. C'est pas pour te provoquer que je dis Ouais, ça, mais en fait, ouais, non, c'est mais bête, c'est simple, et c'est tellement évident. Mais mais- on a l'impression que dans le monde du sport de haut niveau, peu importe le sport, en fait, ah bah oui, mais il y a du talent, il y a eu une mais- détection, il était jeune, il était fait pour ça. Bah non, tu nous rappelles que finalement, c'est bien de l'entendre de mais- la part d'un champion du monde, hein, euh, que finalement quand tu étais junior, d'une année à l'autre, il y a un gap incroyable de par l'entraînement et puis la capacité aussi à pouvoir trouver le bon équilibre avec la récupération et puis en même temps aussi de mettre en place, pas jouer que sur ses facultés intrinsèques quoi. C'est il y a plein mais- d'autres choses à développer pour devenir excellent dans sa discipline quoi, indépendamment de sa VO2 max ou que sais-je encore quoi. bien sûr. Ouais. Non, non, ça, l'aspect physique, enfin, physique, c'est très Mhm. important. On n'a pas tous les mêmes capacités, Mhm. mais je reste persuadé qu'il y a tellement d'autres points qui sont hyper Ouais. importants et qui peuvent jouer un rôle. Ouais, ça fait une différence énorme. Voilà, voilà, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place Mhm. et qui sont plus faciles à faire. Ça te fera progresser plus facilement que si tu t'entraînes 2 fois plus, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Et on est alors bon dans l'audience qui écoute ce podcast, on a que très peu de sportifs de haut niveau, de professionnels du monde du Mais, sport, mais pour autant, bon moi personnellement je n'ai jamais été sportif professionnel, mais ce que tu dis me parle énormément de passer un cap, c'est déjà pour se donner les moyens en termes d'entraînement, mais pas forcément de doubler parce que 400 à 600, t'as pas doublé tes autres entraînements, mais tu as mis mais, plus d'intelligence aussi, de stratégie et de fait de capacité aussi à trouver les bons moments pour pouvoir optimiser tout ça. 2020, c'est déjà une année de confirmation, on va dire. Mais pour autant, tu n'es pas encore au mais, sommet de ta discipline. D'ailleurs, avant d'y venir, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu dans le ski, alors tu as dit tout à l'heure le ski rando, ski alpi, mais, quelles sont les différentes disciplines dans ce sport qui devient d'ailleurs en 2026, tu me le rappelais tout à l'heure, j'avais pas la date en tête, mais un sport mais- olympique. Donc dans le sport olympique, on croit qu'il y a tout le ski de rando, ski alpi, mais il y a plusieurs possibilités de s'exprimer dans ce sport. Tu peux nous les rappeler? Alors, donc, un ski alpinisme sur le circuit Coupe du Monde, il y a 3 épreuves. Alors, il y a l'individuel, donc c'est la discipline reine du sport, où il y a plusieurs montées et plusieurs descentes hors piste. C'est une épreuve qui dure entre 1 heure, ouais, 1 heure et demie et 1 heure 45. Donc, les 1500, entre 1500 et 1700 mètres de dénivelé positif. Mhm. Ensuite, il y a l'épreuve de vertical race, où là, on fait juste une seule montée sur piste qui dure entre 20 et 35 minutes. Et voilà, ça dépend les dénivelés aussi, mais c'est entre 500 et 800 mètres de dénivelé.
Donc là, il n'y a que la montée, c'est un effort. Voilà, c'est juste la montée, on n'a pas de descente, il n'y a pas forcément beaucoup de technique. Et après, il y a le sprint. Alors, je sais pas si ça parle peut-être à d'autres personnes, mais en ski de fond, c'est le même système qu'en ski de fond. Donc, on a des qualifications et les 30 premiers sont qualifiés. Et ensuite, on part par 6. Donc, il y a plusieurs quarts finales et les 3 premiers vont en demi-finale. Et en demi-finale, les 3 premiers vont en finale. Et là, le parcours, il dure en 3 minutes. On a 2 minutes de montée avec des manipulations. Donc, on met les skis sur le sac, on monte à pied sans les skis, on remet nos skis, on continue un petit peu avec les skis au pied, on enlève nos pots et on redescend dans un slalom géant ou dans un border cross ou autre. Et voilà, on a notre chrono et puis après on passe les tours petit à petit. Donc en fait, il y a 3 épreuves, une qui peut durer 1h30 et le sprint qui est un effort de 3 minutes. Donc on a vraiment des efforts complètement différents. Et après, en dehors du circuit Coupe du Monde, il y a aussi les grandes courses. Donc c'est les courses populaires où ça parle sûrement aussi plus aux gens. Voilà, la Pyramenta, la Mezzalama, Patrouille des Glaciers. Où là, c'est des épreuves qui sont plus longues. La Pyramenta, c'est des épreuves qui durent 2h30 et puis tu fais ça pendant 4 jours. Et ça ressemble plus à ce qui se fait en Coupe du Monde sur l'individuel. Donc là, c'est plusieurs montées et descentes hors piste. C'est juste qu'en grande course, ça dure plus longtemps, quoi. En fait, on peut aussi comparer notre sport. J'aime bien par rapport au VTT. Au VTT, on a le circuit Coupe du Monde où on fait des boucles. Ça dure, je sais pas combien de temps, 1h30. Et puis tu as une course populaire, le Rock d'Azur. C'est un peu plus long. Ouais. Ouais, il y a vraiment plusieurs épreuves. Et aussi, maintenant, il y a le relais mixte. C'est une épreuve. Donc, il y a un homme, une femme. Et on fait 2 fois une boucle de 8 minutes. D'accord, c'est encore un autre format. Ouais. C'est un autre format. Alors, il y a aussi sur les Coupes du Monde de temps en temps. Ouais. D'accord. Et on a décidé, le comité olympique a décidé de mettre une de ces disciplines sur les prochaines épreuves qui auront lieu en Italie. Et ce sera laquelle? Alors, il y en aura 2, c'est le sprint et justement ce relais mixte. D'accord. Donc, c'est les épreuves, c'est les 2 épreuves les plus courtes de notre sport et on dit les plus jeunes aussi. Voilà, c'est vraiment des disciplines courtes, dynamiques. Elles ont été sûrement choisies pour le visuel, le spectacle. C'est un choix. Après, la discipline reine, ça reste l'individuel où on fait des montées et des descentes hors piste. Ouais. Même si le sprint et le relais mix sont des épreuves qui sont très intéressantes et qui représentent quand même assez bien notre sport parce qu'il y a de la montée, de la descente et il y a quand même beaucoup de technique parce qu'on doit savoir enlever nos pots rapidement, mettre nos skis sur le sac rapidement. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Alors, c'est vraiment un condensé de ce qui se fait sur une individuelle, quoi. Et sur le circuit, la Coupe du Monde, tu vas pratiquer toutes ces épreuves-là ou comment ça se passe? C'est juste en individuel et on prend toutes les épreuves individuelles et on voit à la fin les résultats. Comment ça se passe? Raconte-nous un peu. Ouais, donc sur les Coupes du Monde, on a plusieurs étapes dans l'hiver. Alors il y a des étapes où il peut y avoir un sprint, une individuelle, une étape où il y a une verticale, un individuel, ça dépend des fois, ou des fois il y a les 3 aussi. Et à la fin de l'hiver, c'est celui qui a marqué le plus de points sur toutes ces étapes, sur toutes ces courses, qui gagne le classement général de la Coupe du Monde. Et il y a aussi un classement pour chaque discipline. Celui qui a marqué le plus de points en vertical, il va gagner le classement de la verticale, de l'individuel et du sprint pareil. Ok, et donc pour ceux qui te découvrent, tu es champion du monde dans quelle catégorie? Alors là, c'est la Coupe du Monde, j'ai remporté le classement général de la Coupe du Monde. Donc
c'est moi qui ai marqué le plus de points dans toutes les disciplines. J'ai été le plus polyvalent. Voilà, j'allais venir. Donc sur ce mot magique, moi qui m'inspire tant, la polyvalence, parce que bon, j'ai rien contre l'expertise ou la spécificité hein, d'être dans une discipline reine, mais quand on est capable de pouvoir naviguer sur ces différents formats, ça demande quand même beaucoup d'aptitudes physiques, physiologiques, mentales, musculaires, etc. Euh, quel est toi ton ingrédient favori, mais selon toi, hein, pour justement être capable d'être présent sur toutes ces disciplines et à la fin le meilleur par rapport à tous les athlètes qu'on peut connaître sur cette planète? Ben, déjà, il faut réussir à trouver du plaisir sur toutes les épreuves. Mhm, mhm, C'est le principal, déjà, de réussir à se sentir bien dans chaque effort, dans tous ces efforts ouais, différents. mhm, Et ensuite, après, à l'entraînement, faut tout travailler, de la vitesse, l'endurance, de la force, de la résistance. Il faut être, voilà, en fait, il faut être tout le temps, faut être polyvalent dans ses pensées, dans sa tête et à l'entraînement. Et mhm, en course aussi, du coup, faut être polyvalent. C'est une stratégie aussi de course, de la gestion de l'effort dans la course, mais aussi la gestion de ta fatigue sur la saison, la gestion d'une étape de Coupe du Monde, parce que tu fais une épreuve le samedi, le lendemain, tu en as une autre. Il faut savoir aussi gérer ça, quoi. ouais. Et par rapport à ça, pendant les 2021, 22, ces autres saisons un petit peu de transition ou avant d'arriver au firmament, comment t'as réussi toi justement à, comment te le dire? Tu vois, tu passes d'une épreuve à une autre, comme tu viens de nous le dire. Bon, on sent que Et, musculairement, c'est dur. Au niveau cardio, c'est dur. Des fois, d'ailleurs, je sais pas si tu as cette sensation, toi, à ton niveau, mais parce que j'espère que ça parlera pas beaucoup de ceux qui nous écoutent. Tu sais, des fois, tu es, dans un niveau de performance où tu te sens pas bon, tu te sens pas bien. et, Je m'écoute physiquement, là, je suis pas bien. Et finalement, tu regardes le chrono. Ah, bah, finalement, c'est pas si mal que ça, tu vois. Ou autre exemple, la veille, j'ai fait un effort où j'ai fait des grosses sollicitations sur telle filière musculaire. Et le lendemain, je suis courbaturé de partout, sur le quadri par exemple, j'en sais rien. Et je fais un effort qui est contre-productif, tu vois, par rapport à cette problématique musculaire du moment. Comment tu as réussi à accueillir tout ça et finalement à relativiser et ce ne sont que des informations, tu vois, qui sont parfois juste des fausses informations parce qu'en fait, finalement, c'est pas parce que tu sens pas bien que t'es pas bon par rapport aux autres. C'est pas parce que tu as fait un truc la veille que le lendemain tu n'y arriveras pas mieux et tu vas même être capable de dépasser encore plus le seuil de tolérance ou de fatigue. Ça fait beaucoup de questions, mais tu vois, ça me questionne parce que, bon, ben, dans ma discipline, le triathlon, c'est quelque chose qu'on nous reconnaît, cette capacité d'adaptation. Ben, toi, c'est encore plus fin, je pense, et puis les sollicitations sont encore plus fortes avec l'altitude en plus. En général, vous êtes sur des altitudes à combien quand vous faites vos épreuves d'ailleurs? oui, ça dépend les sites de course, mais ça arrive qu'on puisse monter à 3000 mètres d'altitude. Ouais. Ouais. Et, Donc un effort ouais. intense à plus de 3000 mètres, il y a le mal de l'altitude en plus pour certains, ça peut les toucher aussi. Bref, tu vois, en gros, c'est comment tu arrives à dépasser ce seuil de tolérance ou comment tu arrives à dépasser un petit peu Et, l'information que te donne ton corps. Et ça, on va arriver sur le sujet que tu aimes bien, puisqu'on en parlait un petit peu en off, c'est le mental. Mais avant de rentrer trop dans la technique du mental, tu vois, je voudrais vraiment rester connecté sur notre corps. Et toi, comment tu fais pour... voilà, tu t'as dit que tu es... Je pense, alors, j'ai noté deux choses quand même. Tu as noté du plaisir, malgré tout, mais quand et, même un seuil de travail. Je pense, j'ai un sentiment qu'il y a quand même une grosse capacité de travail, toujours travailler à l'entraînement. Est-ce ouais. que ça suffit? Tu vois, je voudrais que tu nous éclaires un petit peu, toi, sur tes ressentis, quand ça a été dur, et puis là, maintenant, où tu en es aujourd'hui, quoi. Et, alors, tu parles beaucoup de se dépasser de la douleur, Hmm. dépasser ce que ton corps te dit. Moi, Hmm. en fait, je fonctionne très rarement comme ça. Je fonctionne plus, en fait, j'écoute. Je dis, ben, Hmm. j'ai cette douleur-là. Ben, ça veut dire que j'ai quand même déjà bien puisé, j'ai bien forcé. Enfin, c'est un signe, quoi. Donc, à l'entraînement, je travaille beaucoup comme ça, Mhm. à l'écoute. Ensuite, après, en course, bien sûr que si t'as pas le choix, tu dois courir, t'as des courbatures, t'es obligé de le faire. Mais c'est pas grave parce que ces jours-là où faut être présent.
Et là, par contre, pour le coup, faut passer au-dessus et se faire confiance à son corps et à son esprit pour, pour se dépasser. Et puis, en fait, finalement, ça se passe très bien. C'est pas parce qu'on a des courbatures qu'on va pas être Hmm. performant. Après, faut savoir trouver l'équilibre. Des fois, c'est possible d'avoir quand même une douleur. Et là, pour le coup, il faut être aussi avoir la lucidité de se dire, bon, cette douleur, elle est pas normale. Peut-être que je dois pas courir aujourd'hui, quoi. D'accord. Il y Alors a, j'aime beaucoup, parce que tu vois, là tu nous apportes une lecture, moi je trouve ça très intéressant. Savoir écouter son corps en entraînement et savoir dépasser la douleur en course. Alors c'est une et caricature ou c'est un c'est résumé, hein. c'est- Attention, c'est pas aussi simple que ça, il y a plein de c'est subtilités, mais un- quand même, j'aime bien ce que tu nous dis sur l'entraînement, j'essaie d'écouter mon corps, enfin je sais pas, je me mets en et écoute de mon corps. Euh, Comment ça se passe? Tu as des exemples où tu dis, tiens, là, peut-être en ce moment d'ailleurs, là, j'étais sur des grosses périodes d'intensité et en altitude. Comment tu captes ces signaux-là? Est-ce que tu peux nous en partager quelques-uns et comment tu les analyses? Comment tu les décortiques? Qu'est-ce que tu en fais, etc. Si tu peux nous donner un exemple. bah, tout simplement déjà, ça peut être sur n'importe quelle séance, hein, que ce soit une séance Hmm. facile ou qui dure 5 heures ou une séance difficile qui dure 1 heure. Dans les deux cas, en fait, c'est la même chose. Sur une séance difficile, j'arrive à la deuxième série de mes intensités. Je sens que je commence vraiment à être fatigué, j'arrive pas à tenir le rythme que je devrais tenir. Mhm. Et bah là, tu sens que tu commences déjà à être fatigué. Ben peut-être que c'est le moment de dire, ben c'est pas grave, je fais pas la troisième série, je m'arrête là. Ça t'arrive, Mm. ça. Ouais, ça m'arrive, ça m'arrive. Alors j'y fais pas tout le temps parce que sinon, faut quand même aussi, Ouais. faut aussi aller plus loin, se dépasser de temps en temps. Mais je Ouais. pense que c'est pas forcément toujours en se mettant Mhm. la misère tout le temps Ouais. que tu vas progresser, quoi. D'accord. Ok. Comme tu disais, une sorte d'équilibre, savoir des fois Et y aller quand même, parce qu'il faut quand voilà. même bien à un moment donné se forcer. Mais quand tu fais partie quand même de ceux qui sont sensibles sur ces signaux et sont capables de dire, bah non, la troisième, je la fais pas et c'est pas très grave, quoi. Ouais. Voilà. Alors par contre, il faut être en capacité de le faire mentalement Mhm. et il faut aussi très bien se connaître. Mhm. Parce que il faut savoir bien juger ça. Si tu juges pas bien ces sensations-là, ben, tu peux être dans le faux, en fait. Et Ouais. c'est pour ça C'est, que c'est hyper fin, c'est hyper complexe et c'est- c'est là que il faut vraiment s'auto-analyser tout le temps, comprendre comment ouais. on réagit. Il faut Ouais. vraiment se connecter. C'est fin, c'est difficile, hein. Comment tu fais toi justement j'aime Ouais. beaucoup ça. C'est vraiment des sujets que j'adore. C'est ce côté, cette finesse, tu vois, et se connaître, apprendre à se connaître pour se dépasser. Mais est-ce que tu as des outils? Est-ce que ça va être passé par les mesures, sur la montre, ça va être sur toi, tu as un petit tableau de bord où tu écris des choses sur un carnet, un calepin. Quand tu mesures tout ça, toi? Bon, ouais, alors du coup, voilà, c'est contradictoire, mais je mesure rien du tout, j'écris rien du Feeling. tout. Tu fais au Justement, feeling. c'est le feeling, ouais, ouais. Ouais. Beaucoup au Ouais. feeling, et je pense qu'au Hmm. final, c'est la meilleure des mesures, parce que d'un jour à l'autre, tu peux regarder ton cardio, ben, Hmm. si tu es plus stressé un jour que l'autre, en fait, tes valeurs, ce que tu as sur ta montre, elles sont fausses, quoi. Enfin, Hmm. Hmm. ça veut rien dire. Ouais, excellent, Donc, excellent. ouais. Donc, finalement, voilà, c'est beaucoup se connaître et c'est ses sensations, quoi. Voilà, Alors ça peut perturber beaucoup de personnes, ça, ce que tu dis là, parce que moi, et je suis hyper câblé comme ça, et je sais que quand les gens me sollicitent pour du training, des préparations sur des Ironman, des longues épreuves, des défis, enduroman, des trucs comme ça les perturbe toujours parce qu'ils disent, non, mais attends, Cyril, tu me dis pas de GPS, de et- cardio-fréquence-mètre, GPS, quoique je pourrais pas prendre cet pareil. exemple-là aussi, parce qu'on est tellement connecté à son GPS qu'on regarde même plus la route, on regarde même plus les cartes. C'est un peu le même exemple, tu vois, que j'aimerais prendre. Mais alors avec toi,
je vais être hyper câblé là-dessus, mais les gens vont dire, mais vous êtes bien gentils, les cocos, Mais le feeling, connaître ses sensations, c'est quoi les clés, tu vois? Alors moi, je sais que tu en as des clés, hein, je les connais, mais voilà, je veux pas trop te guider par rapport à ça parce que je vais le faire dans un second temps si tu veux. Mais comment tu et fais toi déjà pour essayer de ressentir ça? Je suis plus nerveux aujourd'hui, je suis plus fatigué, je suis plus dans les émotions, tu vois, je sens que je suis plus agacé, je sens que j'ai mon cœur qui bat plus vite, mais je le sens parce que j'ai pas la montre. Comment tu essaies de sentir un peu toutes et ces choses-là, toi? tout se passe dans la tête, hein, c'est mental en fait. Toujours Mhm. essayer de ressentir ce qui se passe dans tes émotions, les ressentis que tu as au niveau de ton corps, de tes sensations du jour. Mhm. Ça se- En fait, ça se fait naturellement. On se voit bien le matin, des fois, tu te lèves, tu Ouais. sens que tu réfléchis pas super bien ou que tu es Ah. négatif plus que d'habitude. Mhm. Tout de suite, tu sens que déjà, tu es dans une journée peut-être pas idéale. Alors après, il faut peut-être que tu arrives à inverser la tendance au milieu de journée, mais rien que ça, déjà, ça te donne des indications sur ton état du jour, quoi. Ouais. Après, pour revenir sur le monitoring, le cardio-fréquence-mètre et plein d'autres choses, il ne faut pas complètement le bannir non plus. Bien C'est sûr. des indications qui sont Mhm. importantes sur certaines périodes, certains moments. Pareil, il y a des moments dans ta tête, tu as envie d'avoir des informations, tu mets ton cardio. Et par contre, le jour où t'as- tu sens que tu n'en as pas besoin, c'est pas la peine de le mettre, quoi. Enfin, c'est beaucoup. C'est à C'est toi d'analyser, de ouais. ressentir ce que tu as besoin ou non, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, il y a ce côté, j'ai pilotage, j'essaie de piloter vraiment mon entraînement du jour. Alors, il est proposé, voire même imposé, mais en tout cas de respecter au préalable un petit peu moi mes états intérieurs, mes sensations, mes émotions du moment, mon état de fatigue, etc. Et de pouvoir bien équilibrer, mettre le bon dosage par rapport à ça pour respecter du coup, j'imagine, bah, toi, ton corps quelque part, même en même temps aussi, et de respecter aussi dans l'entraînement et pour pouvoir avoir cette forme de progression qui, sur le temps, t'amène à ton niveau Et de performance optimal le jour J, parce que ce qui compte, c'est surtout d'être bon le jour de la compète, hein, de toute façon. Hein. voilà. Ouais, Ouais. bien sûr, l'entraînement, c'est une partie importante, mais c'est sûr que le plus important, au final, c'est le jour J, la course. En fait, ça sert à rien d'être le meilleur à l'entraînement, hein. Tu peux être le moins bon à l'entraînement et le jour J être le meilleur. C'est pas parce que sur un entraînement avec des copains, tu t'es pas bien, tu finis dernier de la série, enfin, de l'intensité, tu sens que t'es pas au niveau. C'est pas pour ça que dans deux semaines après, sur une course, tu peux Hmm. pas être devant eux, quoi. Là aussi, faut savoir faire la différence entre entraînement et compétition aussi. Il y a vraiment c'est deux choses complètement différentes. Ouais. Ce qui va nous amener à des stratégies d'approche, parce que je sais que tu es très Ouais. stratège. J'aimerais bien que tu nous parles, parce que ça c'est la deuxième partie de tu vois, du sujet que je voulais. Parce que si vous connaissez pas encore Thibaut, il suffit de regarder sur Internet et sur YouTube. Moi je trouve qu'il y a des vidéos, on voit que tu es très complice d'ailleurs avec la vidéo, ou ceux qui te filment en tout cas, parce qu'il y a quelque chose de très sensoriel justement. On sent bien que sur ces vidéos, c'est pas tant toi et ce que tu fais qui est important, c'est tout cet environnement et la beauté du geste, la beauté de l'environnement dans lequel tu évolues. C'est très très chouette à regarder, c'est très inspirant. Et pour le coup, on voit que toi aussi tu te regardes beaucoup. Alors attention, Et interprétez pas mes paroles, sur- à se regarder et se regarder. C'est pas se regarder à the best et tout et rouler les épaules. Non, c'est tu t'observes beaucoup. Je sais que t'es vraiment dans cette. D'ailleurs, si vous écoutez le podcast une deuxième fois, vous allez entendre qu'il y a beaucoup dans les mots de Thibaut, des choses autour de la sensation, mais de l'observation aussi. S'observer soi pour progresser. Et donc, avant de venir là-dessus, j'aimerais que tu nous parles un petit peu peut-être aussi, est-ce que tu as des routines, des petites choses, tu vois, que tu fais naturellement, tu t'en rends même plus compte parce que c'est fait, c'est automatisé, pour t'amener justement sur ces équilibres-là, cette approche de respect de ton corps. Qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien, à part te brosser les dents, te raser, etc. ouais, c'est vrai que
tout ce qui est méditation, yoga, c'est des choses qui pourraient m'intéresser ou que je pourrais pratiquer, mais j'y fais pas, j'en fais pas Mhm. plus que ça. Mhm. J'ai pas de routine particulière, c'est juste de temps en temps, pourquoi pas, je me pose sur un caillou, je réfléchis un petit peu. Ouais, du coup, c'est un petit peu de la méditation, mais c'est pas tous les jours, quoi. Ça arrive Mhm. que de temps en temps. Mais ensuite, c'est des choses classiques, hein, des étirements, l'automassage. C'est des C'est choses classique, mais qui sont classiques, mais si tu le fais en conscience, en fait, ouais. tu te rends compte de beaucoup de choses. Et puis ça, Mhm. moi, en fait, j'ai pas forcément Si, tu en as, de puisque tu viens routine. de nous les dire. Tu viens de dire de faire du massage, donc toi, Et soit tu as la chance en compétition d'avoir le kiné, etc. Mais quand tu es chez toi ou dans tes entraînements un peu seul, tu vas te faire des massages, tu t'en fais toi? ouais, alors c'est les automassages, c'est avec les rouleaux. Les rouleaux, Ouais, donc ouais. tu roules ta Hmm, jambe sur le rouleau. hmm, Ça, j'y fais assez régulièrement parce que j'ai pas tout le temps. Ouais. En compétition, on a un kiné qui vient avec nous. Mais en entraînement, bon, de temps en temps, je vais voir un kiné. Mais sinon, la plupart du temps, c'est moi qui fais un automassage avec les rouleaux. Ou de temps en temps, je prends un peu d'huile et je masse les muscles. Mais hmm. c'est non, ça reste très simple en fait, hein. Je pense qu'au final, tout Ouais, mais doit tu sais, rester simple, c'est quand ça. tu dis, je sais pas si tu te souviens, ou quand tu discutes avec des potes qui ont peut-être, voilà aussi, alors, tu vas dire, ouais, moi j'ai le temps, c'est mon métier, etc. Mais malgré tout, je pense que même si tu avais un job à côté, que tu étais par exemple sur un toit en train de faire de la charpente ou que sais-je, je pense Et que tu prendrais le temps aussi de faire tes massages, je pense que tu prendrais le temps aussi de faire, qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? Massage et, non, j'ai pas l'étirement, noté. les étirements, ouais. Étirement. Les étirements, c'est chiant. Tous Ah les ouais, coachs, ouais. ils disaient faire les étirements, mais les personnes les fait. Non, Toi, non, est-ce que toi, tu dis non, tu fais tes étirements, quoi. ouais, mais je suis pas celui qui en fait le plus, hein, non plus, mais Mais t'en fais. j'en fais un petit peu, même si Hmm. ça dure que 5 minutes, Ouais. quand j'y pense. En fait, c'est pareil, les étirements, il y a des jours, j'y pense pas du tout, et quand au Hmm. moment où je me Hmm. dis, tiens, tu sens que tu as envie de m'étirer, ben, c'est que tu as besoin de t'étirer, quoi. Si tu C'est ressens le génial, besoin de ouais, t'étirer. c'est super. Non, non, mais c'est super. Non, mais c'est bien parce que je ressens le besoin d'eux, je fais quoi. Voilà. Alors que d'autres Euh, pourraient se dire, moi le premier d'ailleurs, je sens que j'ai besoin, mais j'ai pas le temps. ouais, Donc et c'est 5 minutes, tu vois. et, C'est pas une demi-heure se poser, parce que ça peut devenir un peu chronophage et un peu, bon, voilà, au détriment d'autres choses. Là, pour le coup, bon, se masser le rouleau. Pareil, qui a acheté ce rouleau? Ouais, moi j'ai mon rouleau. Qui s'en sert? et- Il est dans un coin, il a pris la poussière, quoi. ouais, J'exagère un peu. Mais c'est bien, toujours un petit et, peu régulièrement. Ça veut pas dire tous les jours, en tout cas. Mais voilà, rappeler ces ouais, choses-là, moi c'est je trouve pas ça grand-chose, intéressant. hein. Ouais. Est-ce que pareil, enfin, en termes d'hydratation, etc., tu as des petites routines comme ça? Tu bois ton verre d'eau le soir ou tu manges une pomme le soir? J'en sais rien. Tu as des trucs comme ça, non? Au niveau de l'hydratation, ça c'est un point qui est hyper important. Être bien hydraté, c'est super impactant sur tes entraînements et tes performances. Donc là-dessus, j'essaye de boire régulièrement dans la journée. Mhm. Et le seul petit truc que j'évite, c'est que je bois pas pendant les repas. Mhm. Mhm. Alors, je ne sais pas, je suis pas un expert là-dedans. J'ai entendu dire que tu digérais peut-être moins bien si tu buvais pendant les repas. Mais ouais, voilà, du coup, j'ai pris l'habitude comme ça et je bois rarement quand je mange. Mhm. Ouais, bien. Faudra regarder les études là-dessus, mais effectivement, les recoupements que j'ai pu avoir, moi, disaient à peu près la même chose. Mais en tout cas, Et l'essentiel, c'est de bien s'hydrater, et surtout. Ok. ouais, Bon, voilà, on va pas passer trop de temps là-dessus parce que ça paraît tellement basique, mais je pense que les fondamentaux aussi, quand on les fait, quand on les répète chaque jour, ça prend pas de temps, ouais, ouais. et si on les fait plus, là, par contre, oui, c'est là qu'on va ressentir plus de besoin de le faire parce que le corps va réclamer tout ça. Si on revient du coup sur avant de passer sur les routines, on était vraiment sur des sujets, tu vois, qui allaient nous connecter un petit peu avec notre cerveau. On a un cerveau qui est bien foutu, Ouais. on s'en sert plus ou moins bien. Toi, je sais que tu es assez alerte sur justement, bah voilà,
ton premier cerveau, c'est ton corps, hein, de le respecter, tu l'as Et dit. Donc, du coup, avoir une intelligence pour se connecter à son corps. Euh, à partir de quand tu as senti que le mental ou l'aspect intellectualisé, mais de la stratégie dans sa préparation, ça allait pouvoir te permettre de franchir un cap? Ou dit autrement, quand tu le faisais pas, c'était qu'est-ce qui te manquait, quoi? alors, au niveau de la connexion corps-esprit avec le mental, j'en ai pris conscience assez jeune. En fait, ouais, il y a une période, je devais être au collège, quelque chose comme ça. J'étais quand même quelqu'un de très anxieux, très stressé. Il y a une période où j'ai vraiment ouais, difficile, où j'ai vraiment fait une crise d'angoisse, tout ça. Mais je pense que c'est un moment où ça m'a fait, enfin, grâce à ça, j'ai eu un déclic et tout de suite, enfin, j'ai compris que tout venait de la tête, quoi. C'est en fait, je faisais des crises d'angoisse parce que c'était la tête qui allait pas, quoi. Mhm. Et je me suis rendu compte comme ça. Après, j'ai aussi une famille qui m'a depuis tout petit un peu amené dans cet aspect-là. Donc, j'ai tout de suite été comment, ouais, attiré par ça et puis j'ai tout de suite pris en compte cet aspect. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis après, c'est avec le sport de haut, c'est vraiment un moyen qui te permet étant donné que tu dépasses tes limites, tu te retrouves vraiment dans des moments où dans la tête c'est extrême, quoi. C'est dans le négatif ou dans le positif. Mhm. Et c'est à ce moment-là aussi que tu découvres à quel point le mental a un impact sur le reste, quoi. Sur ton corps, mais aussi dans tout ce qui est autour de ta vie, enfin dans ta vie en général. L'équilibre, les relations sociales, tout. Ça devient. Alors, j'aime beaucoup la source, hein, du problème, entre guillemets, hein. On a tous Ouais, un point irritant dans notre vie à un moment donné. Ça peut être à l'enfance, à l'adolescence, plus tard, peu importe. Donc, toi, il est identifié, c'est au collège, un stress, mais, crise d'angoisse, et là, la nécessité de se calmer ou de s'apaiser un petit peu par le mental. Et puis en plus, mais, la prise de conscience que ça allait t'apporter quelque chose de, bon, a posteriori, quelque chose de plus dans ton sport, mais pas que, dans la vie plus généralement. Est-ce que au cours de ces 10 dernières années, tu as eu des inspirations, que ce soit en lecture, que ce soit des personnalités dans le monde du sport ou autre, qui t'ont un peu guidé ou servi pas de messie, Messi, pas au sens le mais, footballeur, hein, ouais, bien sûr. mais voilà, pour parler d'inspiration, tu as des personnes comme ça que tu nous recommandes? Alors, pas au jour d'aujourd'hui, enfin aujourd'hui, il y a quand même un athlète qui m'inspire beaucoup là-dessus, c'est Novak Djokovic. Ouais. Le tennisman, je trouve qu'il est sur ce point-là, il est Mhm. quand même vraiment très très très, très fort. Mhm. Et ouais, c'est l'athlète sur ce point, l'aspect mental qui m'inspire beaucoup et je pense que c'est aussi pour ça qu'il en est là où il en est, quoi. Mhm. T'as lu son bouquin? Non, enfin, je sais pas si j'ai jamais lu Joko, tiens. Non, je crois pas qu'il ait fait de Non. ligne, mais juste Mhm. le fait de l'écouter. Ouais. Je Mhm. pense qu'on peut tous trouver il y a des vidéos sur Internet, sur YouTube, où Mhm. il parle un petit peu de ça et il est c'est vachement intéressant. Ouais, hyper inspirant. Et puis, bah, Ouais, c'est. En fait, je suis en train de prendre conscience d'un truc, c'est que toi, tu parles de Joko comme moi, je pourrais parler de toi, en fait. ouais, ouais. Et voilà, c'est. Non, mais sérieux, t'es le numéro un dans ta Ah discipline. ouais, non, 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 mais Tu as une qualité de vie visiblement avec un certain forme d'équilibre, une forme de progression, de respect de ton corps, etc. Alors oui, tu as ton inspiration, Joko. J'espère que tu en as d'autres et comme ça on va pouvoir les écouter. Mais je voudrais que tu as l'esprit. Et j'en prends conscience, donc je le partage avec les auditeurs. Je veux dire, moi j'ai peut-être 49 ans, toi tu en as 26, mais je trouve ça déjà hyper inspirant ce que tu es en train de me partager. Et puis en plus de ça, comme Joko, bah, tu as tes bon. résultats qui permettent aussi de légitimer cette approche que tu nous partages. Tu vois. Après, y a pas, c'est pas. Hmm. Chacun fonctionne différemment, c'est pas Hmm. une science infuse, chacun doit trouver la manière dont il doit prendre les choses, avoir conscience des choses. Et tout. En fait, Hmm. chacun doit trouver son équilibre. On a tous des tempéraments différents et ce que je dis là, ça fonctionne pas forcément pour tout le monde. Moi, Tu, tu bouquines un peu philo?
Non, non, pas plus que ça, Non. mais Non, parce que tu ça, je pense que as une approche très philo, enfin, ouais. on peut parler de stoïcisme, Oui, ou oui, de Platon, ou connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers, etc. Et tout ce que tu nous... bon, moi, quand je discutais aussi en off avec toi, ça tourne beaucoup, beaucoup autour de ça. Alors après, c'est le patrimoine culturel sans doute, et puis oui, c'est du bon sens, certains diront, hein, tout simplement. Mais c'est chouette de t'entendre dire, effectivement, il y a pas non plus de protocole unique pour tout le monde, c'est chacun de trouver sa voie, et être en quête un petit oui. peu, faire ses tests. Toi, justement, qu'est-ce qui te fait dire qu'on est tous. Enfin, ma question, elle est un peu bébête comme ça, mais à partir du moment de quand tu as pris conscience que tu étais différent des autres et que les autres étaient différents de toi et que tu devais trouver ta propre voie, quoi, et pas seulement te référer à ce que font les autres et simplement t'observer toi, t'écouter toi et voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Donc, non, c'est difficile à dire. Je, je suis désolé. Je sais pas. Ah ouais, non, je me suis jamais trop. En Hmm. fait, l'important, c'est j'ai je me suis pas posé la question par rapport aux autres. En fait, j'ai pas fait de comparaison. Ouais, C'est, comme ça. ouais, déjà toi. Il n'y a pas besoin de se comparer aux autres, en fait. Hmm. Je passe, c'est tout. C'est bon. Ouais, ouais, mais très bien, mais ça va bien de l'entendre juste simplement comme ça, mais je sais pas si c'est lié à ton environnement familial, environnemental aussi, Mais, éducatif. Mais tu sais, souvent, quand on voit des étudiants, on sort de tels diplômes, telles études, telles écoles, avec des codes, et finalement, on a un peu le sentiment que si on applique telle méthode ou tel code ou telle et, stratégie, ça marchait pour moi, ça marchera pour tout le monde, ou ça a marché pour d'autres, ça va marcher pour moi. et, Et toi, ce que tu nous partages finalement, c'est cette singularité qui fait aussi notre spécificité. Faut être hyper connecté avec ça. C'est tellement simple en t'écoutant te dire, mais quand on est ah, très bien sûr. stéréotypé, ça va bien d'entendre ce que Non, tu dis. au final, oui, quand on, on entend ça, c'est sûr qu'on peut. Même moi, je dis tout paraît simple quand tu parles comme ça, mais c'est loin de l'être parce que Hmm. sont influencés par tout ce qui est autour de nous. Mais ouais, je pense que ce qui est important aussi, c'est de pas se soucier du regard des autres ou qui peuvent influencer euh, ta manière de faire. Et, et aussi, justement, tu parlais qu'il y avait des étudiants, par exemple, tout le monde fonctionne de la même manière, tout le monde pense que c'est Hmm. comme ça qu'il faut que ça fonctionne. Hmm. Mais en fait, pourquoi, pourquoi faire comme tout le monde? En fait, c'est meilleur. Je trouve que comment dire, le taux de réussite est plus important si tu fais différemment que les autres. Oui, Ou, mais alors tu vois ce que tu dis là, toi, dans le monde du cyclisme par exemple, jamais on aurait pu dire ça. Le premier qui a rigolé de ça, c'est Peter Sagan, en disant et, vous vous foutez de moi parce que je suis différent, mais moi je me fous de vous parce que vous êtes tous les mêmes, tu vois. ah, Et voilà. un mec qui dit ça dans le monde du cyclisme, c'est un provocateur, tu vois, ça se dit pas parce qu'en gros il y a une Ah sorte bah oui, oui, de code et tout le monde est régi par oui, ces codes-là. Alors c'est pas un bien sûr. jugement de valeur, c'est pas dire c'est bien ou c'est pas bien, c'est juste Et, on est dans un écosystème et en fait tout le monde fait pareil. Et toi ton écosystème finalement il est assez open quoi, tu vois, c'est et, ouvert et ce qui permet à toi de t'émanciper ou de trouver ton propre cheminement. ouais. Mais après, tout le monde fait pareil parce que comment dire, c'est peut-être plus simple de suivre Hmm, hmm, un groupe. hmm, hmm, Mais c'est pas forcément, des fois, c'est aussi le groupe qui peut avoir raison, quoi. Mais le plus important, en fait, je crois que c'est de vraiment que tu fasses comme tout le monde ou que tu fasses différemment. L'important, c'est de croire en ce que tu fais déjà. Ça, c'est le plus important. Parce que si tu crois en ce que tu fais, ben, il y a des chances que tu réussisses. N'importe quel choix que tu fasses, si tu crois en ce choix, ça marche normalement. hmm. C'est J'ai mis une étoile là sur mon petit calepin parce que je prends plein de notes à chaque fois. J'ai mis une étoile à ce temps d'échange pour me disant, tu vois ce que tu viens de dire, cette phrase-là,
tu fais une séquence là-dessus, tu la coupes pendant 1 minute et tu l'extrais, tu mets ça sur les réseaux. Non, tu sais, voilà, je pense que Et, l'essence même de ce que tu nous enseignes, il est là, quoi. Et ouais, c'est plus moi, ça. alors, dit comme ça, tu vois la petite phrase, tu te rappelles de la formation, à l'époque, la petite phrase qui va bien, celle qui fait ta singularité, je pense qu'elle est là-dedans. Bon, ça, c'est juste une parenthèse entre toi et moi, si demain tu veux continuer sur la prise de parole en public. Mais l'air de rien, quand moi je vois un petit peu, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure sur ta façon de t'entraîner, quand on voit sur YouTube et tout ça, ça nous ramène à cette capacité que tu as aussi à sortir un petit peu, alors te regarder, t'observer de l'intérieur, ressentir, on l'a vu ensemble, le feeling, tu vois, être connecté avec ses sensations. Ça, c'est le regard intérieur sur soi, être connecté avec son corps. Et puis après, il y a le regard extérieur. Alors, le regard extérieur, bah, ça tombe bien ce que tu viens de nous dire, c'est ne pas se laisser influencer par ce que disent les autres, etc., pour être soi-même en aptitude, en capacité de s'observer de façon neutre sur sa performance. Alors, ça pourrait être le mental, sa façon de penser, etc. Là, on va parler du sport. Hein. Moi, j'aime beaucoup ce réflexe que tu as, parce que quand on regarde les vidéos, systématiquement, montre-moi, 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 on voit que tu as envie de regarder l'exécution de ton geste pour voir s'il est bien approprié, pour te corriger, t'améliorer. Et et, ça nous rejoint à ce côté progression. Alors certains diront peut-être perfectionnement, toi tu as dit plus progresser, et c'est très bien, puisque la perfection en soi, c'est plus la quête qui est importante que ouais. le résultat, mais le résultat vient après, et il est venu pour toi. D'où est venue aussi cette façon de t'entraîner, de regarder, de t'améliorer? C'est venu naturellement, c'est avec ton papa, c'est avec la Fédé, c'est avec les entraîneurs? Comment ça s'est passé? Ouais, beaucoup, mon entourage a joué un rôle important là-dedans, mon père, mon entraîneur. Mhm. Et, euh, et en fait, c'est juste que en fait, si tu te regardes, tu, tu progresses peut-être plus vite. Je me dis qu'en fait, même si tu passes du temps à analyser, en fait, ce temps-là, il va te permettre de gagner du temps plus tard. Sur l'instant T, il te fait perdre du temps sur le moment. Mais sur le long terme, il t'en fera gagner, quoi. Sur le Mhm. moyen terme, plutôt. Mais après, non, c'est juste, ouais, d'en ressentir le besoin, quoi, d'essayer de... C'est tout dans... Travailler dans l'efficience, en fait. Mhm. Économiser au maximum son énergie dans la gestuelle, être le plus rapide possible pour enlever ses peaux, pour remettre ses skis pour rechausser ses skis. C'est des petits points en fait qui te font gagner du temps et de l'énergie facilement, on va dire. Bien sûr. Comme tu as dit, je suis passé de 400 heures à 600 heures d'entraînement. On aurait pu dire, mais pourquoi t'es pas à 800? Finalement, c'est peut-être pas mal de se Bien. dire, tiens, je vais mettre plus d'entraînement, certes, mais mettre à côté tout un tas d'autres Oui, approches qui vont permettre d'être plus efficient. Merci pour ce terme qu'on n'entend pas souvent d'ailleurs, l'efficience. Et il en faut dans ta discipline, c'est très précis, c'est court, mais c'est très intense. Pour autant, c'est court. Quand je notais les dénivelés qu'il y avait, est-ce que tu fais toi aussi justement les courses à la journée ou les courses à étapes, tu en fais, ou non, c'était vraiment dans oui. ce que tu nous as présenté dans les disciplines? Alors, du coup, pour Euh, revenir sur les heures, bon, maintenant je fais un peu plus que 600 heures parce que sinon, ça a évolué un petit peu. Tu fais Donc, bien de le parce que, dire, ouais. ouais, C'est-à-dire, tu as combien d'entraînements moi, je sais pas, à peu près par semaine? 750 heures Ouais, par an. Après, par semaine, ça varie beaucoup. Il y a des semaines Mhm. où tu peux faire 20 heures par semaine et d'autres, Mhm. ça arrive que tu fasses 10 heures. Hein. Il y a des périodes où Ouais. tu fais 10 heures d'entraînement. Mhm. Voilà, donc après, ouais, les courses par étapes, j'en fais, j'en fais pas encore. Mhm. Tout ce qui est pyramide et tout, c'est des épreuves qui m'attirent vraiment. Hein. Ouais. Enfin, notre sport, c'est aussi ça. Hein. C'est des grandes courses, des grandes étapes en montagne, technique. Ça m'attire beaucoup et c'est aussi pour ça que j'ai fait ce sport. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai fait le choix de me concentrer sur le circuit Coupe du Monde, le format olympique. Et plus tard, je viendrai sur ces courses-là. En fait, Mhm. pareil, c'est un choix de me dire je préfère ne pas faire ces courses-là pour me concentrer pleinement sur le circuit Coupe du Monde. Mhm. Bien sûr. Voilà, tout simplement. Mais c'est pas facile parce que j'aimerais en faire. Mais Mhm. pour le moment, je, je, je sais pas, peut-être que ça marcherait si je ferais tout, mais en tout cas, je, je me sens, ouais, ce serait pas.
pour le respect, par exemple, de mon corps, de lui demander de faire tout ça, je pense que c'est trop. Il en serait capable, mais je préfère m'économiser un petit peu. Ouais, d'avoir une cohérence, puis pour faire des choix quoi, qui sont orientés par rapport à ton objectif. Quoi. Justement, Et si on doit parler d'objectif, c'est de reproduire la prochaine saison, celle que ouais. tu as faite la dernière. C'était déjà dans la perspective des Jeux Olympiques. Comment tu appréhendes un petit peu le calendrier sur les prochaines années? Ouais. Donc ces dernières années, c'était vraiment mon objectif qui me tenait vraiment à cœur, c'était de gagner ce classement général de la Coupe du Monde, parce que c'est vraiment, ça représente la polyvalence et puis aussi la capacité d'être performant sur tout l'hiver. Donc ça me tenait vraiment à cœur et je me fais plaisir là-dedans, hein. Justement, mentalement, en fait, c'est un peu une aventure ce classement général parce que sur un demi-hiver, tu te retrouves dans énormément de situations différentes. Il faut être performant sur toutes les courses, sur toutes les épreuves. Donc en fait, c'est hyper complexe et c'est là aussi que je me fais plaisir là-dedans à chercher cette quête. Et, et par contre, ouais, petit à petit, voilà, on est en 2026, il y a les Jeux Olympiques qui arrivent. Donc quand même dans ma tête, je commence aussi à me concentrer un peu plus sur le sprint ou le relais mixte, qui sont les disciplines qui sont au programme. Donc c'est des efforts un peu plus courts, ça me demande de travailler un peu plus sur la vitesse, la puissance, l'explosivité. Essayer d'être rapide sur les manipulations, hein, d'enlever les pots, à remettre à les skis et autres. Mais voilà, l'hiver prochain, il y a des championnats d'Europe et le circuit Coupe du Monde. Donc je vais me concentrer sur le circuit Coupe du Monde quand même, essayer de nouveau de remporter le classement, essayer de défendre le titre. Et puis le championnat d'Europe, j'essaierai d'être performant sur le sprint et le relais mixte. Parce que le relais mixte, on n'est pas sûr de le faire. Ça dépend aussi des choix du staff. Donc si je suis sélectionné là-dessus, j'essaierai de faire de mon mieux. Ouais. Sur tu parlais de gestion des émotions tout à l'heure. Là, il y a une nouvelle saison, donc défendre le titre. Et, Comment tu appréhendes ça d'un point de vue justement émotionnel, tu vois? Bah tiens, il faut que je sois. Non, non, bon, voilà, on sait que c'est pas comme ça qu'il faut aborder les choses, mais justement pour ne pas te mettre en niveau de stress ou te mettre d'angoisse, tu vois, revenir un petit peu dans les petits démons du passé, quand tu parlais du collège tout à l'heure, comment tu appréhendes ça différemment pour ne pas te mettre entre guillemets la pression. Alors le fait de te poser la question du coup peut-être met une forme de pression, j'en sais rien, mais comment tu vois tout ça et comment tu veux aller prendre de la distance par rapport à ces émotions qui pourraient être négatives. donc jusqu'à maintenant, j'ai été plus confronté à inversement, c'est-à-dire j'avais pas encore réussi à gagner ce classement général. Ça fait 2 ans de suite que je finissais deuxième. Alors tu commences à douter, tu te demandes si tu en es capable. Est-ce que je me relance dans cet objectif qui demande une énergie énorme, parce que c'est sur toute une saison, sur toutes les épreuves. J'avais beaucoup de pression parce que ça me tenait vraiment à cœur. J'avais envie de réussir et quand tu as trop envie de réussir, c'est pas forcément là que ça marche le plus. Et bon, finalement, j'ai réussi à atteindre cet objectif. Tu C'est as d'ailleurs, super ouais, parce que t'as fait comment? Alors du coup, la question inversée, c'est ouais, là comment t'es réussi à passer premier, alors que ça pouvait être usant, fatigant. Qu'est-ce qui s'est passé selon toi avec du voilà, recul? la première fois que j'ai fini deuxième, en fait, c'est que je me suis retrouvé là à jouer le classement général. Je me suis retrouvé là pour la première fois dans cette position. Mentalement, c'est beaucoup d'euphorie. Tu prends une confiance en toi énorme parce que en fait là, tu prends conscience que tu es capable de faire des choses comme ça. Donc, ta confiance, elle est au sommet. Je sais pas si j'arriverai à en retrouver une comme ça. Mhm. Et donc, en fait, tout se passe bien et tu vois pas faire. En fait, tu es devant et puis t'as l'impression que c'est facile.
Et ensuite, la deuxième année, je me suis dit, voilà, c'est possible, quoi. C'est possible que je le gagne. Et là, dans ma tête, je me suis vraiment mis cet objectif à l'entraînement. Et c'est là que je me suis cette année-là, je me suis vachement perdu par rapport même à tout ce que je dis là. Je suis tombé dans le piège de dire, il faut que je sois à mes entraînements à 100%, que je suive le programme parfaitement, que tout le temps je sois devant, dans n'importe quelle situation, il faut que je sois devant. Et je suis tombé dans un piège comme ça où j'étais pas moi. J'ai fait quand même un très bel hiver. J'ai terminé une nouvelle fois deuxième. Mais par contre, cette fois-là, c'est que mentalement, ça m'avait usé. J'avais plus d'énergie. Enfin, la fin d'hiver, c'était... Puis bon, le fait de finir une nouvelle fois deuxième, j'avais l'impression d'avoir tout mis en place. Donc là, j'ai vraiment pris un gros coup sur la tête et pendant 2 mois, j'ai rien fait. Pendant 1 mois, je faisais même plus de sport. Ça m'avait vraiment vidé et mentalement, j'étais au bout du rouleau, quoi. Ah ouais. Et je pense que c'est à ce moment-là où j'ai vraiment aussi pris conscience que voilà, j'avais cet objectif-là, c'était le but. Mon but, c'est de réussir à gagner ce classement général, mais fallait pas que c'est pas le plus important, quoi, en fait. Le plus important, c'est tout ce qu'il y a à côté, le fait de ce sport, ce qui t'apporte, te fait grandir, ce qui te fait grandir aussi en tant qu'homme. Mais l'important aussi, c'est surtout ce qu'il y a autour, famille, le reste. Mais du coup, cette année, j'ai réussi à trouver un petit peu plus un équilibre entre cette première saison où j'étais vraiment en excès de confiance, net. Enfin, je me suis retrouvé là dans cette position à essayer de gagner, et la deuxième année où j'étais toujours dans la minutieux, dans le travail, à suivre exactement à la lettre ce qu'il fallait faire, toujours trop exigeant avec moi-même. Et là, j'ai trouvé quand même un juste milieu et savoir en fait, il y a des temps où il faut être exigeant et des temps où il faut pas l'être presque. Et je pense que c'est ça qui m'a permis de gagner. Et puis après, ça dépend pas aussi que de moi. Ça dépend aussi des adversaires. Et puis ça s'est bien déroulé cette année. Parce que j'aurais pu aussi être dans le juste et pas gagner. Ça dépend pas que de moi. C'est ce qui est la différence entre le résultat et la performance, quoi. Voilà, j'ai fait une super performance tout l'hiver. J'ai gagné le Globe, mais peut-être que l'année prochaine, je ferai la même performance, mais je gagnerai pas parce qu'il y a quelqu'un qui a été meilleur que moi. Donc voilà, j'ai réussi à gagner. Et donc pour revenir à la question, donc c'est la première fois que je me retrouve dans cette situation à confirmer, on va dire, mais sur cet objectif-là en tout cas. Et en fait, je me suis pas forcément, je me fais confiance et puis je sais qu'il y aura des moments où ça sera pas facile et je suis même curieux, enfin je suis curieux de voir comment je vais réagir. En fait, je vais me laisser surprendre, on verra ce qui va se passer. En tout cas, je donnerai le maximum de moi et puis on verra ce qui se passe, quoi. Je peux pas dire je préfère attendre le dernier moment et puis on verra comment ça se passe, quoi. Je peux pas anticiper maintenant, hein. On sait pas ce qui va se passer, quoi. En tout cas, tu t'es donné les moyens de faire en sorte que ça se passe au mieux. Ouais. Si je devais terminer sur une question, tu vois, par exemple, les gens que tu aimes, imagine-les, qui tu veux autour de toi, et ils diraient quoi de toi en termes de personnalité? Si on devait décrire Thibaut, quel mot il sortirait? Même peut-être mystérieux. Qu'est-ce qu'il dirait d'autre? Ouais, après, je sais. C'est pas Il sait facile pas. comme exercice. Non, 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 mais Bon, on te reconnaît, bon, et puis voilà, même quand tu lis la non, presse, Hmm. peut-être, comment dire, clairvoyant. Mhm. Mais Ouais. après, aussi,
aussi peut-être pas facile à vivre non plus. Ouais, Ah, d'athlète de haut niveau, c'est toujours ouais, compliqué, mais. c'est pas, Hmm. il y a- en fait, il y a quand même toujours des moments où c'est super dur, quoi. Il y a pendant de longues périodes où ça m'arrive d'être aussi totalement négatif, et puis j'arrive pas à en sortir. Pourtant, je me rends Hmm. compte que je suis négatif, que ça va pas, et des fois, ça m'arrive que j'arrive pas à en sortir. Et des fois, je suis quand même bien dans la lune. Ouais, ça- personnalité un peu. Des fois, c'est. Ouais, ouais. Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est ce côté mystique. Non, puis on l'a bien ressenti au cours de notre échange aussi, cette capacité ou cette envie de pouvoir trouver ces points d'équilibre qui sont pas juste des équations simples à résoudre. Il y a une part sur le sensationnel, des signaux faibles qu'on n'est pas capable de capter. Et même quand on les capte, c'est ça qui est Ouais, intéressant dans ce que tu nous dis à la fin, même quand on capte qu'on n'est pas bien et qu'on sait ce qu'il faudrait faire ouais, et qu'il y a qu'à, et mm, finalement, bah mm. oui, mais ça reste comme ça. Ouais, c'est pas. Non, en fait, puis au final, c'est c'est tout le temps un changement. On est enfin, c'est jamais les mêmes situations. Et Hmm. c'est ça qui est beau aussi, c'est qu'en fait, au final, t'apprends toujours. Et ce que je dis là, c'est pas forcément. C'est même rarement vrai au final. C'est chaque fois que. Dans chaque situation, il y a plein de. C'est plein de Eh fois. De toute façon, ben, c'est. Je sais ce que tu pas dis comment là, l'expliquer, mais. bah, tu l'expliques avec tes mots est très bien, mais je vais te faire une réponse et je pense que ceux qui commencent à écouter de façon un peu plus régulière ou assidue Objectif Finisher commencent Oui. à sentir des points communs, tu vois, entre. Et moi, je les ai forcément, parce que c'est mon plaisir personnel de pouvoir aussi interviewer des personnes qui ont des parcours inspirants dans le monde du sport pour aider d'autres à atteindre leurs objectifs, que Et, ce soit tri, trail ou même, bah, du coup, pour le coup, dans ta discipline, parce que j'espère que les skieurs de rando passionnés comme moi trouveront des clés au travers de cet échange. Mais je te fais un feedback et je me permets de le faire pour toi et pour tout le monde, et, sans prétention aucune, c'est juste de façon très objective, pour avoir interviewé, je pense à Cédric Fleurton, Mathieu Blanchard, donc des gars quand même qui sont quand même à des générations différentes, des âges différents. Et puis quand même à des niveaux de performance, ils ont atteint quand même plus que le très haut niveau, parce que comme toi, ils ont été les numéros 1 dans leur discipline au niveau mondial. Il y a cette capacité à pouvoir s'adapter. Voilà. C'est de comprendre et, déjà que notre environnement, il n'est pas figé, et de par la concurrence et même nous-mêmes, etc. Et finalement, là où tu nous câbles bien, où tu te câbles bien avec ces autres personnalités, bah, c'est justement c'est cette nature finalement à accepter qu'il n'y a rien d'acquis déjà d'une, et il faut savoir un peu s'adapter dans son entraînement, son dosage d'entraînement, mais aussi après, c'est bah, justement, c'est possibilité parfois de se reposer, de ne plus rien faire. Tu l'as dit, quand ça allait pas, j'ai fait un mois un break, mais aussi parfois ça va être une journée ou une série. Bah, je lève le pied parce que je me respecte aussi. Je suis capable de prendre une décision et de l'assumer, et derrière de pouvoir en tirer des enseignements aussi. Et ça, pour moi, ça nous ramène, et c'est là-dessus que tu es très sensible aussi, Thibaut, et je te remercie de nous sensibiliser, nous aussi, du coup, là-dessus, sur l'aspect du mental, parce que tu me le disais en off. Si j'ai pu exceller à un moment donné aussi, c'est parce que j'ai mis autre chose que de l'entraînement pur dans ma stratégie d'approche de compétition. C'est le mental, c'est ma capacité, bah, tu nous l'as dit encore tout à l'heure, hein, à gérer mes émotions, mettre en place des stratégies de course, et puis la tête, le mental, c'est important, c'est même vital. Est-ce que tu aurais un dernier truc à partager avec nos auditeurs justement par rapport à ce que je dis? Ou bien sinon, écoute, on va te souhaiter le meilleur pour la suite. Mais si on peut te souhaiter le meilleur d'ailleurs, ou un truc que tu voudrais améliorer, tiens, ce serait quoi? Qu'est-ce qui te manquerait encore qu'on pourrait t'aiguiller? et- Des ouais, questions à la con. il y en manque de partout, hein. De toute façon, on n'est jamais à son. Non, le but, c'est d'essayer d'arriver à son plein potentiel. Après, Hmm, hmm. c'est. Enfin, je sais pas, en fait, je sais même pas où il en manque. En fait, je verrai bien petit à petit. Le moment venu, il y aura des signaux qui me diront, bah tiens, il en manque là. Après, Être capable de enfin, pouvoir voilà, sentir tous ces signaux là, ah, c'est ça, c'est et, magique ça, hein. ouais, Écoute, c'est pas magique, hein. Non, non, il faut être capable de les sentir, et puis aussi
de trouver les solutions et tout le monde en est capable. C'est dingue. Tous capables de faire ça. Et c'est tout dans la tête. Merci pour cette dernière phrase et j'espère qu'elle résonnera pour tous ceux qui ont écouté le podcast jusqu'à la fin en tout cas, qu'elle résonnera pour eux pour la suite quand ils vont s'entraîner ou quand ils vont être dans les prochaines épreuves pour justement se dire putain c'est tout dans le mental, c'est voilà je me rappelle ce qu'a dit Thibaut et j'y vais, je lâche pas, j'y vais ou toi j'ai pas mes limites en pensant à ça. Merci Thibaut, on te souhaite une très belle fin d'été et puis surtout une bonne préparation pour ta saison à venir. Ça commence quand? La première Coupe du Monde, c'est fin novembre à Val Thorens. À Valto en plus, d'accord. Voilà, ouais, en France. Donc fin novembre, donc rendez-vous est pris pour ceux qui l'écoutent. Voilà, fin novembre, rendez-vous à Valto pour encourager toute l'équipe de France évidemment, on va être chauvin et aussi t'encourager très fort. Merci à toi pour tout cet échange et je te souhaite une très belle saison, je me répète, et à très bientôt. Donc voilà, pour toutes celles et ceux qui ont écouté le podcast Objectif Finisher, écoutez, n'oubliez pas de mettre vos petits commentaires d'encouragement à Thibaut parce que voilà, ça aussi, ça permet on peut te suivre d'ailleurs, oui. Est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux et t'encourager, t'accompagner, suivre un peu toutes tes aventures et tes péripéties? Ouais, tout simplement je mets un peu sur Instagram, sur les réseaux sociaux, hein, voilà, simplement. Tout simplement comme la sur plupart Insta. des personnes, voilà. Ok, pas de site internet? Non, pas encore, peut-être, ça arrivera. Ok, écoute, on va suivre tout ça avec grande attention et t'envoyer plein d'ondes positives. Merci Thibaut, merci à toutes et tous, à très bientôt. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Objectif Finishers. Si vous souhaitez entrer en contact avec nous, vous êtes les bienvenus. Entre Finishers, on aime les rencontres, on aime partager les bons tuyaux. N'hésitez pas à noter le podcast sur votre plateforme favorite, à vous abonner et à le partager autour de vous. Envie de partager aussi un commentaire? N'hésitez pas, on répondra à chacun d'entre eux. On est là pour vous aider à atteindre vos objectifs. On vous souhaite un maximum de motivation et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel invité. À bientôt.